Lors d'une nuit de Noël marquée par le luxe, le pouvoir et des apparences impeccables, une femme enceinte monte sur un balcon en pensant qu'elle a simplement besoin d'air, sans imaginer qu'elle s'apprête à affronter le moment le plus dangereux de sa vie. Ce qui devait être une célébration parfaite se transforme en horreur lorsqu'une chute de 5 étages brise le silence, révèle des secrets et remet en question l'image de personnes intouchables. Alors que tout le monde croit que tout est terminé, une survie inattendue change le cours des événements et fait revenir le passé de manière décisive. Entre mensonges, manipulation et lutte pour la survie, la vérité commence à émerger là où personne ne voulait qu'elle soit trouvée. Avant d'écouter cette histoire intense et bouleversante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour d'autres récits captivants du début à la fin. La lumière dorée du somptueux appartement terrasse d'un immeuble haussmannien de 5 étages scintillait, se reflétant dans les coupes de cristal et les sourires forcés d'une élite célébrant Noël. L'élégante mélodie d'un quatuor à cordes emplissait l'atmosphère, se mêlant au brouhaha des conversations sur les affaires, les investissements et la dernière acquisition d'art. C'était la soirée d'Arthur Lefebvre, un homme d'affaires de renom dont la réputation impeccable était aussi soigneusement polie que les diamants qui ornèrent le cou de son épouse Hélène. Tout ici, de la décoration somptueuse au champagne pétillant, était un spectacle de succès, de pouvoir et de stabilité. Mais derrière cette façade éblouissante, Hélène, enceinte de 6 mois, sentait le poids d'une réalité bien différente. Chaque rire qu'elle forçait, chaque mouvement gracieux qu'elle esquissait, était un acte de résistance contre le contrôle étouffant d'Arthur. Ses yeux, autrefois emplis d'un éclat vibrant, portaient désormais la lassitude de celle qui vivait sous une surveillance constante, la peur silencieuse d'une violence qui ne laissait pas de marque visible, mais qui rongeait l'âme. L'obsession d'Arthur pour sa propre image était un monstre qui dévorait toute trace de paix. Étouffée par le bruit, la tension et la nécessité de garder contenance, Hélène chercha refuge sur la terrasse. L'air froid de la nuit de décembre, cinglé par les flocons de neige qui tombaient lentement, était un baume pour ses poumons. La ville, en contrebas, semblait une mer de lumière lointaine, indifférente au drame qui se jouait tout en haut. La neige, blanche et pure, créait un contraste cruel avec le luxe oppressant de l'appartement. Il ne fallut pas longtemps pour qu'Arthur la suive. Ses pas lourds et sa voix pâteuse trahissaient l'alcool qui coulait déjà dans ses veines, mais c'est l'irritation dans ses yeux qui la fit se recroqueviller. « Mais qu'est-ce que tu... fiches dehors, Hélène? Tu cherches à me faire honte? Laissez tous les invités se demander où est passée l'hôtesse » cracha-t-il, la voix basse, mais chargée de venin. Hélène sentit son dos glacé contre la balustrade en verre, son cœur battant à tout rompre. « Arthur, s'il te plaît, calme-toi. Le bébé » implora-t-elle, d'une voix qui n'était qu'un murmure. La réponse vint dans un instant brutal. Une poussée. Le sol se déroba sous ses pieds. Le cri qui s'échappa de ses lèvres se perdit dans le vent glacial alors qu'elle était projetée de la terrasse du 5e étage, la nuit de Noël. Le cri perçant d'Hélène déchira la musique élégante, réduisant au silence le quatuor à cordes et plongeant la soirée dans un chaos assourdissant. Des coupes tombèrent, les conversations cessèrent brusquement, et une panique glaciale se propagea parmi les invités. Beaucoup, choqués et horrifiés, se précipitèrent aux fenêtres, persuadés que la chute d'une telle hauteur ne pouvait avoir qu'une issue fatale. Arthur, avec une rapidité effrayante, tenta de reprendre le contrôle de la situation. La voix étranglée par une fausse douleur, il clama qu'il s'agissait d'un terrible accident, accusant la neige traîtresse et insinuant que la pauvre Hélène était émotionnellement instable ces derniers temps. À ses côtés, une femme aux cheveux roux et aux yeux embués, qui se présentait comme l'amie la plus proche d'Hélène, renforçait la version d'Arthur avec des larmes de crocodile. C'était Véronique, une figure discrète qui, en réalité, nourrissait une passion secrète pour Arthur et voyait dans la tragédie l'occasion parfaite de s'élever à ses côtés. Elle répandait des insinuations cruelles sur l'état mental d'Hélène, tout en offrant une épaule amie à Arthur, convaincu que le chemin vers son propre avenir se pavait de la détresse d'autrui. Mais le destin capricieux et imprévisible avait d'autres plans. Hélène n'atteignit pas le dur trottoir. Dans un retournement de situation qui défiait la logique, elle atterrit sur une voiture garée dans la rue, une berline de luxe qui, par miracle, absorba une partie de l'impact brutal.
lui sauvant la vie. Ce détail apparemment insignifiant changeait tout. Ce véhicule appartenait à nul autre que Daniel Moreau, un ancien millionnaire qui, bien qu'ayant perdu une grande partie de sa fortune dans une escroquerie financière quelques années plus tôt, n'avait jamais cessé d'aimer Hélène. Il était un homme du passé, éloigné d'elle par les intérêts financiers de sa famille et des décisions imposées qui les avaient cruellement séparés. Grâce à cette rencontre fortuite, l'épouse enceinte survécut, démentant tous ceux qui, dans l'appartement, la donnaient déjà pour morte. Là-haut, l'atmosphère devenait suffocante. Le son lointain des sirènes des ambulances et des voitures de police qui approchaient augmentait la tension. Certains invités, encore sous le choc, commencèrent à remettre en question la version de l'accident. Une dame âgée, les yeux écarquillés, murmura avoir vu Hélène tenter de s'agripper à la balustrade. Un jeune investisseur, blême, affirma qu'elle semblait terrorisée et non désorientée. Arthur, réalisant que son récit commençait à s'effriter, paniqua. Il menaça des témoins, tenta de contrôler les dépositions et, dans un acte désespéré, ordonna à l'un de ses gardes du corps d'effacer les images des caméras de surveillance de la terrasse, croyant qu'il pouvait encore modeler la vérité à sa guise. La nuit de Noël, qui devait être la célébration de son pouvoir, se transformait rapidement en cauchemar. Les sirènes, autrefois lointaines, résonnaient maintenant avec une urgence assourdissante dans la rue en contrebas, brisant définitivement l'illusion de normalité qu'Arthur Lefebvre tentait désespérément de maintenir dans son appartement. Policiers et secouristes envahirent les lieux, et la nouvelle se propagea comme une traînée de poudre parmi les invités, murmurée de bouche à oreille, avec un mélange de soulagement et de choc. Hélène était vivante. Blessée, certes, mais consciente. Un soupir collectif parcourut la pièce, mais pour Arthur, la révélation fut un coup dévastateur. Son visage, auparavant teinté d'une fausse tristesse et d'indignation, se tordit de panique, le masque du mari éploré s'effondrant devant tout le monde. La version de l'accident, si soigneusement orchestrée par lui et renforcée par Véronique, commençait à s'écrouler de façon spectaculaire. La situation s'aggrava de manière exponentielle lorsqu'un des policiers, un homme au visage sérieux et au regard perçant, monta dans l'appartement pour faire le communiqué officiel. Sa voix grave et chargée d'autorité trancha le brouhaha. La victime, Madame Hélène Lefebvre, est consciente et a pu faire une première déposition. Elle affirme très clairement avoir été poussée. Les mots tombèrent comme des pierres dans le silence de mort qui s'ensuivit. Les yeux d'Arthur s'écarquillèrent de terreur, et Véronique, qui jusqu'alors maintenait son masque d'inquiétude et de soutien, blêmit, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Le mensonge qu'elle avait aidé à construire, les insinuations cruelles qu'elle avait répandues, se retournèrent maintenant contre elle avec une force écrasante. Et puis, la porte de l'appartement s'ouvrit à nouveau, révélant une silhouette que peu s'attendaient à voir là, surtout en cette nuit fatidique. Daniel Moreau. Ses yeux, d'abord fixés sur la confusion générale, croisèrent ceux d'Arthur avec une intensité glaciale, une promesse silencieuse de confrontation. Cette voiture, en bas, celle qui a sauvé Hélène, c'est la mienne, déclara-t-il, sa voix ferme et chargée d'une autorité qu'Arthur avait complètement perdue. Et c'est moi qu'elle a demandé en reprenant conscience. La présence de Daniel, l'ancien millionnaire qu'Arthur avait écarté de la vie d'Hélène par des manœuvres financières et des pressions familiales, changea complètement l'équilibre du pouvoir. L'homme autrefois intouchable, Arthur Lefebvre, était désormais perçu non plus comme un mari en deuil, mais comme le principal suspect d'une tentative de meurtre. Véronique, dans un désespoir silencieux, réalisa que ses propres mensonges et insinuations seraient les prochains à être examinés, et que son avenir aux côtés d'Arthur, qui semblait si certain, n'était plus qu'un mirage cruel. Le Noël qui devait être le couronnement de son pouvoir se transformait en scène de sa chute. La présence de Daniel Moreau dans l'appartement, alliée à la déclaration d'Hélène, renversa la situation de manière irréversible. La police, désormais munie d'une déposition cruciale et d'un suspect évident, agit avec rapidité et détermination. Tandis qu'Arthur, blême et en sueur, tentait en vain d'argumenter sur l'inviolabilité de sa propriété, une équipe de la police scientifique travaillait déjà à récupérer les images des caméras de surveillance.
Malgré son ordre désespéré de les effacer, la technologie se montra plus implacable que son influence. En quelques minutes, les images furent restaurées, révélant la vérité nue et crue aux yeux de tous. La vidéo, projetée sur une tablette pour les officiers, et, inévitablement, pour quelques invités plus proches, montrait Arthur visiblement éméché, confrontant Hélène sur la terrasse. La discussion animée, la poussée brutale, la chute vertigineuse. Il n'y avait plus de place pour le doute ou pour la version de l'accident. La vérité, autrefois étouffée par le pouvoir et la manipulation, émergeait avec une clarté douloureuse. Face aux preuves irréfutables, le courage naquit là où régnait la peur. Des témoins qui avaient hésité, craignant les représailles d'Arthur, se présentèrent maintenant, confirmant ce qu'ils avaient vu. La terreur dans les yeux d'Hélène, l'agressivité d'Arthur, sa tentative désespérée de s'agripper. La version de l'accident s'effondra comme un château de cartes, emportant avec elle la réputation impeccable qu'Arthur Lefèvre avait bâtie au fil des ans. Véronique, observant le déroulement des faits, sentit le désespoir l'envahir. Ses larmes de crocodile et ses insinuations cruelles semblaient désormais pathétiques face à la gravité de la situation. Son plan d'ascension se réduisait en poussière. Au milieu du choc et de l'incrédulité des invités, Arthur Lefèvre fut menotté et emmené pour interrogatoire, sous l'accusation de tentative de meurtre. L'image publique de l'homme d'affaires intouchable, construite avec tant de soin, s'écroula en quelques heures, exposée dans toute sa brutalité. Pendant que le chaos s'installait dans l'appartement, à l'hôpital, Hélène ouvrait les yeux sur une nouvelle réalité. Blessée, couverte d'hématomes qui racontèrent l'histoire de sa chute, mais vivante. La première nouvelle qu'elle reçut, un baume pour son âme, fut la confirmation que le bébé était hors de danger. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit protégée, écoutée, et non plus prisonnière. Aux côtés de Daniel, l'homme qui n'avait jamais cessé de l'aimer, et qui, par miracle, avait été l'instrument de son salut, Hélène réalisa qu'elle avait survécu non seulement à la chute physique du 5e étage, mais aussi à une relation marquée par la domination, la terreur psychologique et la violence silencieuse. Le Noël qui aurait dû être sa fin, l'apogée de sa souffrance, devenait, de manière inattendue et dramatique, le début d'une nouvelle vie. La chute avait exposé les mensonges, détruit les réputations et prouvé que même projetée du plus haut, la vérité trouve toujours un moyen de survivre, tout comme elle. La nouvelle de l'arrestation d'Arthur Lefèvre explosa comme une bombe dans la haute société et les journaux télévisés. Les gros titres hurlaient la chute de l'homme d'affaires autrefois intouchable, et les réseaux sociaux s'enflammaient avec l'histoire de la fête de Noël, qui s'était terminée en tragédie et en révélation. L'image de succès et de pouvoir qu'il avait cultivée pendant des années s'effondra en quelques heures, remplacée par celle d'un agresseur violent. Ses partenaires commerciaux, autrefois avides de s'associer à lui, prenaient maintenant leur distance, craignant la contagion du scandale. Des contrats furent suspendus, des comptes bancaires gelés, et l'empire d'Arthur commença à s'écrouler avec la même rapidité qu'il avait été construit. Au cœur de la tourmente, Véronique sentait le sol trembler sous ses pieds. La femme qui rêvait de prendre la place d'Hélène voyait maintenant son propre avenir s'effondrer. Avec la police enquêtant sur chaque détail de la soirée, ses larmes de crocodile et ses insinuations malveillantes devinrent des preuves de sa complicité. Désespérée, elle tenta de contacter Arthur, ses avocats, quiconque pourrait l'aider à réécrire sa participation à la farce, mais ne trouva que des portes closes. La peur d'être entraînée dans l'abîme avec lui la consumait, et elle commença à planifier une fuite, un moyen de disparaître avant que la vérité sur ses propres mensonges n'éclate au grand jour. Pendant ce temps, dans le silence presque sacré de la chambre d'hôpital, Hélène commençait sa lente convalescence. Les douleurs physiques étaient intenses, mais la sensation de soulagement et de liberté était un baume pour son âme. Le bébé, un petit miracle dans son ventre, était en sécurité, et cette certitude était la force qui la poussait à aller de l'avant. Daniel, avec sa présence calme et inébranlable, était son havre de paix. Il ne la pressait pas de questions, il était simplement là, lui tenant la main, lui apportant du thé, lui faisant la lecture. Ses yeux, autrefois marqués par la tristesse et la résignation, commençaient maintenant à briller d'une nouvelle espérance, d'un aperçu d'un avenir qu'elle n'aurait jamais cru possible. Lors de l'interrogatoire,
Arthur niait avec véhémence les accusations, affirmant qu'Hélène était instable et que la chute était un accident. Ses avocats, les plus chers et les plus renommés, travaillaient sans relâche pour construire une défense, mais les images de sécurité et les dépositions des témoins formaient un mur infranchissable. La vérité, tel un fleuve en crue, se frayait son propre chemin, et même la fortune d'Arthur ne pouvait la contenir. Hélène, allongée sur son lit d'hôpital, écoutait les nouvelles que Daniel lui rapportait sur le déroulement de l'affaire. Chaque révélation, chaque pas de la justice était une brique de plus dans la reconstruction de sa vie. Elle savait que le chemin serait long et semé d'embûches, mais pour la première fois depuis des années, elle n'était pas seule. Aux côtés de Daniel, elle commençait à entrevoir un avenir où l'amour et la liberté seraient les piliers, un avenir où elle et son enfant pourraient enfin s'épanouir, loin des ombres d'Arthur Lefèvre. Le Noël de la chute était devenu le Noël de la Renaissance. Les jours à l'hôpital s'étiraient, mais pour Hélène, chaque heure était un pas vers la guérison. Les séances de kinésithérapie étaient douloureuses, les hématomes encore visibles, mais à chaque mouvement, à chaque petite victoire sur la douleur, elle sentait la force revenir dans son corps et, plus important encore, dans son esprit. L'infirmière-chef, une femme au visage bienveillant, louait sa résilience et les médecins confirmaient sa récupération surprenante, l'attribuant en partie à sa détermination à protéger le bébé. Daniel était une présence constante et réconfortante. Assis au chevet de son lit, il lui apportait le monde extérieur, filtré de toute sa toxicité. Ils discutaient pendant des heures, revisitant les souvenirs d'un passé heureux, avant que les ambitions d'Arthur et les pressions sociales ne les séparent. Il y avait une tristesse latente dans leur voix, en se remémorant ce qu'ils avaient perdu, mais aussi une espérance renouvelée, une reconnaissance silencieuse que le destin leur offrait une seconde chance. Daniel ne parlait pas d'amour de manière explicite, mais ses gestes, son regard et son dévouement inébranlable disaient tout. Il était là, et c'était suffisant. Pendant qu'Hélène se rétablissait, l'étau se resserrait autour de Véronique. La police, suivant les pistes et les dépositions qui la liaient à la farce d'Arthur, émit un mandat de perquisition. Désespérée, Véronique tenta de fuir le pays, achetant un billet de dernière minute pour une destination lointaine. Cependant, sa tentative fut déjouée à l'aéroport. Identifiée comme personne d'intérêt dans l'enquête, elle fut interpellée avant même d'embarquer, son plan de disparaître s'effondrant dans une salle d'interrogatoire froide et impersonnelle. Le destin, qui semblait autrefois lui sourire, lui montrait maintenant sa face la plus cruelle. Sur le front juridique, les avocats d'Arthur Lefèvre ne perdèrent pas de temps. La stratégie était claire. Discréditer Hélène. Ils tenteraient de la dépeindre comme une femme émotionnellement instable, sujette aux accidents, et insinueraient que Daniel la manipulait pour obtenir des avantages financiers ou pour se venger d'Arthur. Les médias, avides de chaque détail du scandale, publiaient les différentes versions, mais l'opinion publique, choquée par les images de sécurité, avait déjà porté son propre jugement. La chute d'Arthur était un spectacle que personne ne voulait manquer. Hélène, consciente des manœuvres d'Arthur, ressentait une colère froide, mais aussi une nouvelle détermination. Elle n'était plus la femme effrayée et soumise. Maintenant, elle avait un enfant à protéger et une vie à reconstruire. Un après-midi, alors que Daniel lui lisait les nouvelles du jour, elle l'interrompit. « Daniel, dit-elle, sa voix plus forte qu'il ne s'y attendait, nous devons commencer à penser à l'avenir. À mon avenir, à l'avenir de notre bébé. Je ne peux plus vivre dans l'ombre d'Arthur. » Ses yeux, autrefois emplis de lassitude, brillaient désormais d'une résolution inébranlable. La déclaration d'Hélène sur son avenir résonna dans la chambre d'hôpital, emplissant l'air d'une nouvelle énergie. Daniel, avec le sérieux que la situation exigeait, lui assura son soutien inconditionnel. « Hélène, tu n'es pas seule. Nous allons affronter ça ensemble. Il nous faut un bon avocat pour toi, quelqu'un qui comprenne la complexité de la situation et qui puisse protéger tes droits et ceux du bébé. » Ils passèrent des heures à discuter de stratégie, de la recherche d'un nouveau foyer sûr, loin des souvenirs du passé, à la récupération de tous les biens qu'Arthur aurait pu tenter de dissimuler. À chaque mot, à chaque plan tracé, Hélène sentait un poids s'enlever de ses épaules, remplacé par une sensation de contrôle qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Pendant ce temps,
Dans les froides salles d'interrogatoire, Véronique faisait face à la dure réalité de ses choix. Pressée par la police et confrontée aux preuves de sa complicité, elle tenta d'abord de minimiser sa participation, prétendant avoir été manipulée par Arthur. Cependant, la vérité était un fardeau trop lourd à porter seule. Dans un moment de désespoir, elle commença à révéler des détails sur le comportement contrôlant et abusif d'Arthur, non seulement avec Hélène, mais aussi avec d'autres personnes de son entourage. Elle raconta comment il architecturait des mensonges, comment il utilisait son pouvoir pour intimider et réduire au silence, et comment Véronique elle-même, dans son ambition aveugle, était devenue un outil entre ses mains. Ces révélations, bien que tardives, étaient cruciales pour l'accusation. Dans le monde extérieur, la machine de défense d'Arthur Lefèvre était déjà en plein fonctionnement. Ses avocats, par le biais de communiqués de presse et de fuites stratégiques, lancèrent une campagne de diffamation contre Hélène. Des articles placés dans les chroniques mondaines et les portails People insinuaient qu'elle avait un historique d'instabilité émotionnelle, qu'elle était sujette à des crises et que la chute avait été un acte désespéré d'une femme déséquilibrée. Ils tentaient, à tout prix, de détourner l'attention de la violence d'Arthur vers la prétendue fragilité mentale d'Hélène. En lisant les gros titres, Hélène sentit la piqûre de l'injustice, la colère bouillonnant dans sa poitrine. Mais cette fois, il n'y eut pas de larmes. Daniel, percevant son angoisse, lui serra fermement la main. « Ne les écoute pas, Hélène. C'est la tactique habituelle. Ils veulent te déstabiliser. » Sa présence, sa voix calme et sa foi inébranlable en elle étaient le bouclier dont Hélène avait besoin. L'opinion publique, qui avait déjà été témoin de la vérité à travers les images, rejeta en grande partie les tentatives d'Arthur de réécrire l'histoire. Sa crédibilité était en lambeaux. Dans un moment de quiétude, alors que la neige continuait de tomber dehors, Hélène regarda Daniel. « Je ne le laisserai pas me détruire à nouveau, » dit-elle, sa voix chargée d'une nouvelle force. « Je vais me battre pour moi et pour notre enfant, pour toutes les femmes qu'il a réduites au silence. » Ce Noël, qui avait commencé par une chute brutale, se transformait en une renaissance non seulement pour Hélène, mais pour la vérité qu'elle représentait. Le jour de la sortie d'hôpital d'Hélène arriva, chargée d'un mélange doux-amer de soulagement et d'appréhension. Quitter l'environnement sécurisant de l'hôpital signifiait affronter le monde extérieur, avec ses défis et l'ombre persistante du scandale. Daniel était là, comme toujours, avec un sourire rassurant et les bras ouverts. Il l'aida à s'habiller, en prenant soin de ne pas toucher les hématomes encore sensibles, et la conduisit dehors, la protégeant des regards curieux et des flashs des appareils photos qui rôdaient encore à l'entrée de l'hôpital. Leur destination n'était pas le luxueux appartement d'Arthur, ni aucune des adresses qu'elle avait partagées avec lui. Daniel avait trouvé un petit appartement discret, dans un quartier tranquille et arboré, loin du tumulte de la ville et de la voracité des médias. C'était un endroit simple mais accueillant, avec une vue sur un parc où les arbres, encore dénudés par l'hiver, promettèrent le vert du printemps. Pour Hélène, c'était un sanctuaire, un espace où elle pouvait enfin respirer et commencer à se reconstruire. Tandis qu'Hélène s'adaptait à sa nouvelle réalité, Véronique, sous une pression intense, continuait de déposer. Au cours d'une série d'interrogatoires exhaustifs, elle ne se contenta pas de confirmer la version d'Hélène sur la chute, mais révéla également un schéma de comportement abusif et manipulateur de la part d'Arthur qui s'étendait sur des années. Elle détailla comment il contrôlait la vie d'Hélène, l'isolant de ses amis et de sa famille, et comment Véronique elle-même avait été contrainte de participer à ces intrigues, craignant les conséquences de le défier. Ces paroles, corroborées par des preuves numériques que la police avait réussi à récupérer de ses appareils, dressaient un sombre portrait d'Arthur, renforçant encore davantage le dossier de l'accusation. La nouvelle de la coopération de Véronique parvint aux oreilles d'Arthur en prison, et sa fureur fut incontrôlable. Il vociférait contre la traîtresse, la menaçant de toutes les représailles possibles par l'intermédiaire de ses avocats, mais ces mots n'étaient plus que le rugissement impuissant d'un lion en cage. Son empire s'effondrait, sa réputation était en ruine, et maintenant même ses complices l'abandonnaient. Les premiers jours dans l'appartement, Hélène ressentit l'étrange liberté de pouvoir choisir quoi manger, quoi regarder, quand dormir, sans la surveillance constante d'Arthur. Daniel était toujours à proximité, mais avec un respect silencieux, offrant une aide pratique,
de l'organisation du garde-manger à la mise en contact d'Hélène avec une avocate spécialisée dans les cas de violence conjugale et de divorce. Il l'encourageait à prendre les rênes de sa propre vie, à redécouvrir la femme qu'Arthur avait tenté d'effacer. Un soir, en sentant le bébé bouger dans son ventre, Hélène toucha son ventre avec un doux sourire. Ce petit être était la preuve vivante de sa résilience, le moteur de son nouveau voyage. Elle savait que le chemin serait ardu, qu'Arthur n'abandonnerait pas facilement, mais, pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas peur. La chute avait été la fin d'une prison, et Noël, le début d'une liberté qu'elle était déterminée à conquérir. La première rencontre d'Hélène avec sa nouvelle avocate, maître Sophie Dubois, fut un tournant décisif. Sophie, une femme au regard vif et à la voix ferme, spécialisée dans les cas de violence conjugale et de divorce complexe, transmit à Hélène un sentiment de sécurité et de compétence qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Elles discutèrent de la stratégie juridique, le divorce, la garde du bébé, la récupération de ses biens et la participation active au procès pénal contre Arthur. « Nous n'allons pas seulement réagir, Hélène, » dit Sophie. « Nous allons agir. Vous avez la vérité de votre côté et c'est l'arme la plus puissante. » Hélène sentit une vague d'émancipation, la certitude qu'elle n'était plus à la merci de personne. Pendant ce temps, Véronique, après des jours d'interrogatoire, obtint un accord avec le parquet. En échange de sa coopération totale et d'une déposition détaillée qui incriminait Arthur sur plusieurs fronts, elle recevrait une peine réduite, peut-être même un sursis avec mise à l'épreuve, en fonction de l'étendue de son aide. La décision ne fut pas facile, mais la peur de passer des années en prison l'emporta sur sa loyauté, ou ce qu'il en restait, envers Arthur. Ces révélations ne confirmèrent pas seulement le schéma d'abus d'Arthur, mais mirent également en lumière des détails sur ses manœuvres financières obscures qui pourraient mener à de nouvelles accusations. L'équipe juridique d'Arthur, consciente du coup dévastateur que représentait la déposition de Véronique, changea de stratégie. Au lieu de tenter de discréditer Hélène, ils cherchèrent désormais à dépeindre Arthur comme la victime d'une conspiration, un homme d'affaires prospère qui avait été la cible de la jalousie et de la vengeance. Ils tentèrent de négocier une peine plus clémente, affirmant que l'incident était un acte irréfléchi, sous l'influence de l'alcool, et non une tentative de meurtre prémédité. Mais l'opinion publique, alimentée par les nouvelles et les images, ne croyait plus au récit d'Arthur. Dans le refuge du nouvel appartement, la relation entre Hélène et Daniel s'épanouissait au milieu de la tempête. Il était son roc, son confident, et chaque jour, chaque conversation, l'amour qui avait été étouffé par le temps et les circonstances ressurgissait, plus mûr et plus profond. Un après-midi pluvieux, alors que Daniel l'aidait à monter le berceau du bébé, leurs regards se croisèrent. Il n'y eut pas de mots, juste un baiser doux, chargé de tendresse et de promesses silencieuses. C'était un baiser de guérison, d'espoir, d'un avenir qu'ils construisaient ensemble, brique par brique. Hélène, sentant le bébé s'agiter dans son ventre, percevait sa propre force grandir. Elle commença à décorer l'appartement avec de petites touches personnelles, le transformant en un véritable foyer. Les médias continuaient de couvrir l'affaire, mais les nouvelles la trouvaient désormais plus forte, plus préparée. Et puis vint la première victoire tangible. Maître Sophie Dubois obtint une ordonnance de restriction temporaire contre Arthur, lui interdisant de s'approcher d'Hélène ou de sa nouvelle adresse. C'était un petit pas, mais pour Hélène, cela signifiait un monde de sécurité et la confirmation que la justice, enfin, était de son côté. Les mois passèrent, et le ventre d'Hélène s'arrondissait, abritant la promesse d'une nouvelle vie. Elle était maintenant dans son 8e mois de grossesse, et chaque coup de pied du bébé était un rappel constant de la force qu'elle portait en elle. Les douleurs de la chute s'étaient estompées, mais les cicatrices émotionnelles étaient toujours là, bien qu'elles fussent désormais des marques de dépassement, non de soumission. Daniel était à ses côtés à chaque consultation médicale, partageant l'émotion d'entendre le cœur du bébé et de voir ses premières images à l'échographie. L'appartement, autrefois un refuge vide, se transformait en un foyer vibrant rempli d'attentes. Hélène et Daniel passaient des heures à monter le berceau, à choisir de minuscules vêtements et à organiser la chambre du bébé. Chaque objet, chaque petit détail était un acte d'amour et d'espoir,
un contraste saisissant avec le luxe froid et oppressant du passé. Daniel, avec une lueur dans les yeux qu'Hélène n'avait pas vue depuis des années, se montrait un partenaire dévoué, impatient d'assumer son rôle de père, même s'il n'était pas le père biologique. La bataille juridique, cependant, se poursuivait de plus belle. Lors de l'audience préliminaire, Véronique monta à la barre des témoins, visiblement nerveuse, mais déterminée. Sa voix, d'abord tremblante, gagna en fermeté en détaillant les années de manipulation et d'abus d'Arthur, non seulement contre Hélène, mais aussi contre elle-même. Elle décrivit la nuit de la chute avec une clarté douloureuse, confirmant chaque mot de la déposition d'Hélène et exposant la froideur calculatrice d'Arthur. Le parquet présenta les images de sécurité et les dépositions des autres témoins, formant un faisceau de preuves irréfutables. Arthur, présent dans la salle d'audience, tentait de maintenir une posture digne, mais ses yeux trahissaient la fureur et le désespoir croissant. Ses avocats tentèrent de discréditer Véronique, remettant en question sa moralité et ses motivations, mais la cohérence de son témoignage et la force des autres preuves rendaient la tâche presque impossible. À chaque révélation, à chaque preuve présentée, l'image de l'homme d'affaires puissant se défaisait, révélant un homme cruel et lâche. Hélène, bien qu'épargnée de la présence physique au tribunal en raison de l'ordonnance de restriction et de sa grossesse avancée, suivait tout par l'intermédiaire de son avocate, Sophie. Les montagnes russes émotionnelles étaient épuisantes, la joie de sentir le bébé bouger mêlée à la tension du procès. Il y eut des moments où la peur du passé la hantait, mais le contact doux de la main de Daniel, la promesse d'un avenir sûr pour son enfant, l'ancrait dans la réalité. Et puis vint un nouveau rebondissement. Maître Sophie Dubois, avec sa persévérance infatigable, réussit à déterrer des preuves d'un réseau complexe de comptes offshore et de sociétés écrans qu'Arthur avait utilisé pour dissimuler une partie importante de sa fortune. C'était une révélation qui non seulement compliquait encore plus la situation juridique d'Arthur, mais ouvrait également une nouvelle voie pour Hélène dans la recherche d'un juste partage des biens, garantissant un avenir financier plus stable pour elle et son bébé. La chute d'Arthur Lefèvre se transformait en un effondrement total, et Hélène, avec son enfant dans les bras, et Daniel à ses côtés, était prête à récolter les fruits de sa résilience. La révélation des comptes offshore d'Arthur Lefèvre, orchestrée par maître Sophie Dubois, tomba comme un coup de foudre sur l'empire déjà ébranlé de l'homme d'affaires. Le parquet, muni de nouvelles preuves, n'hésita pas à ajouter des accusations de fraude fiscale et de blanchiment d'argent au procès pour tentative de meurtre. L'image d'Arthur, autrefois seulement celle d'un agresseur, se complétait désormais de celle d'un criminel financier, un homme sans scrupules qui manipulait non seulement les gens, mais aussi le système. En prison, Arthur sentit l'étau se resserrer définitivement. La fureur initiale laissa place à un désespoir glacial. Ses avocats, autrefois confiants, luttaient maintenant pour limiter les dégâts, mais chaque nouvelle preuve était un clou de plus dans le cercueil de sa liberté. Il tenta, par des intermédiaires, d'intimider Sophie et même Hélène, mais l'ordonnance de restriction et la surveillance de la police rendaient ses efforts vains. Ses jours de pouvoir et de contrôle étaient comptés. Tandis que le monde d'Arthur s'effondrait, celui d'Hélène s'épanouissait. Elle entrait dans les dernières semaines de sa grossesse, et l'attente de l'arrivée du bébé remplissait chaque recoin de son appartement et de son cœur. La chambre du bébé était prête, un nid d'amour et d'espoir aux couleurs douces et aux jouets délicats. Hélène et Daniel assistaient aux cours de préparation à l'accouchement, riant des exercices et partageant l'anxiété et la joie que la paternité imminente apportait. Un soir tranquille, alors que Daniel lui massait les pieds enflés, Hélène le regarda avec tendresse. « Qui aurait cru qu'un Noël si terrible nous apporterait tant de bonnes choses, Daniel ?» murmura-t-elle. Il sourit, lui embrassant le front. « Le destin a ses propres chemins, Hélène, et le nôtre, enfin, est en train de s'aligner. » L'amour. Entre eux, testés et purifiés par l'adversité, était maintenant une flamme forte et constante, la promesse d'une famille qu'ils n'auraient jamais cru pouvoir avoir. Véronique, après sa déposition cruciale, fut placée sous un programme de protection des témoins, craignant les représailles d'Arthur. Sa vie, bien que loin des projecteurs, était un témoignage du prix de l'ambition et de la rédemption. Elle avait tout perdu,
Mais peut-être, juste peut-être, avait-elle trouvé un chemin vers la paix. Le juge, face à la montagne de preuves, fixa la date du procès. Arthur Lefèvre affronterait la justice pour ses crimes, et la vérité, enfin, serait proclamée à voix haute. Hélène, sentant le bébé s'agiter dans son ventre, ferma les yeux. Elle avait survécu à la chute, à la violence silencieuse, à la manipulation. Maintenant, elle était prête à être mère, à recommencer, à vivre la vie qu'Arthur avait tenté de lui voler. Ce petit être dans son ventre était la preuve que, même dans les profondeurs du désespoir, la vie trouve toujours un moyen de s'épanouir. La vie, avec son imprévisibilité et sa beauté écrasante, n'attendit pas le verdict du tribunal. Par une froide aube, Hélène sentit les premières contractions, et le monde, un instant, se résuma à cette douleur qui annonçait le miracle. Daniel, avec un calme surprenant, l'emmena à l'hôpital, ses yeux fixés sur les siens, lui transmettant force et sécurité. Des heures de travail s'ensuivirent, un mélange d'épuisement et d'une détermination féroce. Hélène, avec Daniel lui tenant la main, lutta avec la même hargne qui l'avait maintenue en vie après la chute. Et puis le cri, un son aigu et puissant qui remplit la salle d'accouchement, faisant taire toutes les douleurs et les peurs. Hélène releva la tête et là, dans ses bras, se trouvait son fils. Un petit garçon, avec des yeux curieux et un poing minuscule qui agrippa son doigt. Une vague d'amour inconditionnel l'envahit, un sentiment si pur et si écrasant qu'il fit paraître toutes les épreuves du passé lointaine. Ils l'appelèrent Gabriel, un nom qui symbolisait l'espoir et la protection qu'il apportait. Les premiers jours de maternité furent un tourbillon d'émotions. Nuit blanche, tétée, changement de couche, mais chaque moment était imprégné d'une joie profonde. Daniel était un père dévoué, apprenant avec Hélène chaque détail des soins du nouveau-né, ses yeux brillants de fierté et d'amour. L'appartement, désormais, était un foyer complet, réchauffé par la présence de Gabriel. Tandis qu'Hélène s'abandonnait à la douceur de la maternité, le procès d'Arthur Lefèvre commençait. Maître Sophie Dubois, avec son éloquence et la montagne de preuves, présenta le dossier de l'accusation avec une force implacable. Les images de la chute, la déposition de Véronique, les preuves de fraude fiscale, tout s'emboîtait, dressant un tableau dévastateur de la cruauté et de l'ambition démesurée d'Arthur. Les médias, assoiffés de chaque détail, couvraient le procès avec intensité. Et l'opinion publique avait déjà condamné l'homme d'affaires. Arthur, sur le banc des accusés, tentait de conserver sa posture d'homme puissant. Mais à chaque témoignage, à chaque preuve, son masque se fissurait. Ses avocats luttaient courageusement, essayant de semer le doute, mais la vérité était un géant qui ne pouvait être renversé. Loin du tumulte du tribunal, Hélène allaitait Gabriel, sentant la chaleur de son petit corps contre le sien. Daniel lui rapportait les nouvelles du procès, mais ses mots semblaient lointains, étouffés par le son doux de la respiration du bébé. Dans ses bras, Hélène trouvait une paix qu'Arthur ne pourrait jamais lui voler. La vie lui avait donné une seconde chance, un nouveau départ, et elle était déterminée à le vivre pleinement, avec son fils et l'homme qui l'aimait, construisant un avenir où l'amour et la vérité seraient les piliers. Le Noël de la chute avait été la fin d'une ère, et la naissance de Gabriel, le début d'un nouveau monde. Les semaines qui suivirent la naissance de Gabriel furent une période d'intense récupération pour Hélène, tant physique qu'émotionnelle. Son corps, s'adaptant encore à la maternité, était endolori, mais chaque jour, elle sentait la force revenir. Gabriel, un petit miracle, remplissait ses jours et ses nuits d'une joie indescriptible. Daniel, avec un dévouement exemplaire, assuma une grande partie des responsabilités, permettant à Hélène de se concentrer sur elle-même et sur le bébé. Il cuisinait, nettoyait, changeait les couches et berçait Gabriel pour l'endormir, renforçant à chaque geste le lien qui les unissait en une véritable famille. Au tribunal, le procès d'Arthur Lefèvre avançait à grands pas. Le parquet, mené par maître Sophie Dubois, présentait un dossier impeccable. Des témoins clés, y compris des experts financiers qui détaillèrent les comptes offshore et le réseau complexe de fraude d'Arthur, se succédèrent à la barre, démantelant la défense de l'homme d'affaires. Arthur, sur le banc des accusés, semblait vieillir de jour en jour. Son visage, autrefois arrogant, était maintenant marqué par des cernes profonds et une expression de désespoir contenu. Il tentait de garder contenance, mais à chaque nouvelle preuve,
À chaque témoignage, la façade du pouvoir s'effritait, révélant le petit homme lâche qui se cachait derrière. La décision la plus difficile pour Hélène, cependant, était encore à venir, témoigner. Sophie Dubois, consciente du traumatisme et de la récente maternité d'Hélène, lui proposa l'option d'une déposition vidéo, mais Hélène refusa. « Je dois le faire, Sophie, » dit-elle d'une voix ferme. « Je dois le regarder dans les yeux et dire la vérité. Pas par vengeance, mais pour me libérer définitivement. » Le jour de son témoignage arriva. Hélène entra dans le tribunal la tête haute, son corps encore en convalescence, mais son esprit inébranlable. Daniel était au premier rang, ses yeux lui transmettant tout le soutien du monde. En voyant Arthur, un frisson parcourut son échine, mais elle ne détourna pas le regard. D'une voix claire et posée, Hélène raconta les années de contrôle, la peur silencieuse, la violence psychologique, et enfin la nuit de la chute. Elle décrivit la sensation d'être poussée, la terreur de voir le sol se rapprocher, la douleur, de l'impact et la certitude qu'elle allait mourir. La salle d'audience était dans un silence absolu, à l'exception de la voix d'Hélène. Arthur, pour la première fois, parut véritablement ébranlé. Son expression se tordit en un mélange de colère et d'effroi, et il tenta de l'interrompre mais fut retenu par ses avocats. À la fin de sa déposition, Hélène regarda directement Arthur. « J'ai survécu, » dit-elle, sa voix chargée d'une force inébranlable. « Et mon fils aussi. Vous ne nous avez pas détruits. » Ce moment fut un tournant. Les médias explosèrent en une vague de soutien à Hélène et la condamnation publique d'Arthur devint unanime. De retour à l'appartement, épuisée mais avec une sensation de légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, Hélène berça Gabriel dans ses bras. Le petit être, étranger à toute la tempête, dormait paisiblement. Dans son sommeil, Hélène trouva la confirmation qu'elle s'était en effet libérée. La vérité, enfin, avait été dite. Après le témoignage puissant d'Hélène, le procès d'Arthur Lefèvre entra dans ses phases finales. Maître Sophie Dubois, dans sa plaidoirie, tissa un récit impeccable, reliant chaque pièce du puzzle. La violence silencieuse, la chute brutale, les mensonges éhontés et la toile de fraude financière. Elle dressa un portrait saisissant d'un homme qui utilisait son pouvoir pour opprimer et détruire et qui maintenant serait enfin confronté à la justice. Les avocats d'Arthur, de leur côté, tentèrent une dernière carte, en appelant au doute raisonnable et à la prétendue instabilité émotionnelle d'Hélène. Mais leurs paroles sonnaient creux face à la montagne de preuves. La tension dans la salle d'audience était palpable lorsque le jury se retira pour délibérer. Pour Hélène, qui suivait les nouvelles depuis l'appartement, chaque minute était une éternité. Daniel était à ses côtés, lui tenant la main, tandis que Gabriel dormait tranquillement dans son berceau, ignorant la tempête qui se déroulait. Puis l'appel. Le jury était parvenu à un verdict. Hélène sentit son cœur s'emballer. Daniel la serra fort dans ses bras, et ensemble, ils attendirent. La voix du juge, grave et solennelle, résonna dans le tribunal. Dans l'affaire de l'État contre Arthur Lefèvre, pour le crime de tentative de meurtre, coupable. Pour le crime de fraude fiscale, coupable. Un soupir collectif emplit la salle. Arthur, sur le banc des accusés, blêmit, ses yeux écarquillés de choc et d'incrédulité. Un instant, il parut pétrifié, avant qu'une fureur incontrôlable ne s'empare de son visage. Il se leva brusquement, hurlant des injures et des accusations contre le jury et le parquet, devant être maîtrisé par les agents de sécurité et traîné hors du tribunal, son image finale étant celle d'un homme complètement hors de contrôle et vaincu. Dans l'appartement, Hélène s'effondra en larmes dans les bras de Daniel. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais d'un soulagement profond, d'une libération qu'elle attendait depuis si longtemps. Ce poids oppressant qu'elle portait dans son âme se dissipait enfin. Justice avait été rendue. La nouvelle de la condamnation d'Arthur Lefèvre balaya le pays, célébré comme une victoire contre l'abus de pouvoir et la violence. Les médias exaltèrent le courage d'Hélène, et l'histoire de sa chute et de sa renaissance inspirait des milliers de personnes. Véronique, quant à elle, vit son accord de plaider coupable confirmé. Sa pleine coopération aboutit à une peine avec sursis et à des travaux d'intérêt général, une chance de reconstruire sa vie loin des ombres d'Arthur, peut-être avec une lueur de rédemption. Ce soir-là, avec Gabriel blotti dans ses bras et Daniel à ses côtés,
Hélène regarda par la fenêtre, où la ville scintillait sous les lumières. Le Noël de la chute s'était transformé en Noël de la justice, et l'avenir, autrefois incertain et sombre, s'ouvrait maintenant, brillant et plein de possibilités. La bataille juridique était terminée, mais le chemin de guérison et de reconstruction d'Hélène, désormais libre et forte, ne faisait que commencer. La nouvelle de la condamnation d'Arthur Lefèvre apporta une vague de soulagement et une célébration discrète pour Hélène, Daniel et maître Sophie Dubois. Lors d'un dîner intime dans l'appartement, ils portèrent un toast à la justice, au courage d'Hélène et à l'avenir qui s'ouvrait. La sentence d'Arthur fut prononcée quelques jours plus tard, une longue peine de prison pour tentative de meurtre et fraude fiscale, garantissant qu'ils seraient hors de leur vie pour de très nombreuses années. L'empire effondré d'Arthur Lefèvre n'était plus qu'un lointain souvenir, un chapitre sombre qui se refermait enfin. Avec l'aide infatigable de Sophie, Hélène réussit à récupérer une part importante des biens dissimulés par Arthur. Les comptes offshore, autrefois un secret bien gardé, furent retracés, et un juste partage du patrimoine fut assuré, garantissant à Hélène et Gabriel une stabilité financière qu'elles n'auraient jamais cru possible. La liberté, désormais, s'accompagnait de sécurité. Les mois se transformèrent en une période de paix et de redécouverte. Gabriel, maintenant âgé de quelques mois, était un bébé rieur et curieux, remplissant l'appartement de ses babillages et de ses petites conquêtes. Hélène s'adonnait à la maternité avec une joie débordante, se sentant complète comme jamais auparavant. Daniel, son havre de paix, était un père dévoué et un partenaire aimant. Un après-midi ensoleillé, alors qu'il se promenait avec Gabriel dans le parc, Daniel s'agenouilla, une bague simple et élégante à la main. « Hélène, dit-il les yeux pleins d'émotion, nous avons traversé l'enfer et en sommes revenus. Nous avons bâti une famille à partir du chaos. Me ferais-tu l'honneur de construire le reste de notre vie ensemble, en tant que mari et femme ?» Les larmes coulèrent sur le visage d'Hélène, tandis qu'elle murmurait un « oui » ému, scellant la promesse d'un amour qui avait résisté à tout. Hélène, désormais libérée des chaînes du passé, commença à explorer de nouvelles passions. Elle s'inscrivit à un cours de design d'intérieur, une ancienne passion qu'Arthur avait étouffée, et y trouva une nouvelle vocation. Son talent s'épanouissait, et elle sentait chaque jour la femme forte et créative qui avait toujours été là, attendant d'être redécouverte. Loin de là, Véronique effectuait ses travaux d'intérêt général dans un refuge pour femmes victimes de violences. L'expérience dure et révélatrice la forçait à affronter ses propres choix et à comprendre la douleur qu'elle avait contribué à infliger. Dans un acte de remords sincère, elle envoya une lettre anonyme à Hélène, lui exprimant ses regrets et lui souhaitant la paix. La vie d'Hélène, Daniel et Gabriel était un témoignage de la résilience de l'esprit humain. Cependant, le parcours d'Hélène réservait encore de nouveaux défis. Une opportunité de travail prometteuse à Lyon se présenta, une invitation à élargir ses horizons dans le design d'intérieur. C'était une chance de croissance professionnelle, mais cela signifiait aussi une nouvelle décision, un nouveau pas dans son chemin de reconstruction qui mettrait à l'épreuve sa force retrouvée et la solidité de sa nouvelle famille. La proposition de travail à Lyon planait sur Hélène comme un nuage d'excitation et d'incertitude. C'était une occasion en or pour sa passion nouvellement découverte pour le design d'intérieur, une reconnaissance de son talent qui la remplissait de fierté. Cependant, cela signifiait aussi laisser derrière elle l'appartement qui était devenu son sanctuaire, la ville où elle avait renaître et maître Sophie Dubois, son avocate et désormais amie. La décision n'était pas simple. Hélène partagea la nouvelle avec Daniel, qui l'écouta avec l'attention et l'affection de toujours. « C'est une chance incroyable, Hélène, » dit-il, les yeux brillants de fierté. « Tu le mérites. Et où que tu ailles, nous irons avec toi. Notre famille est là où tu es. » Ces paroles dissipèrent une grande partie de l'appréhension d'Hélène, renforçant la certitude qu'avec Daniel et Gabriel, elle pouvait affronter n'importe quel nouveau défi. Le mariage qu'ils avaient commencé à planifier fut gentiment reporté. La priorité était désormais la nouvelle vie qui s'ouvrait à eux. Dans les mois qui suivirent, Hélène se plongea corps et âme dans ses études et ses projets de design. Sa créativité s'épanouissait et elle excellait dans sa formation, recevant les éloges de ses professeurs et de ses camarades. Chaque projet achevé était une affirmation de sa capacité,
une preuve que la femme qu'Arthur avait tenté d'effacer était plus vivante et vibrante que jamais. Gabriel, quant à lui, grandissait à vue d'œil. Il commença à ramper, à babiller ses premières syllabes, et son sourire édenté était la lumière qui illuminait les journées d'Hélène et de Daniel. Par l'intermédiaire de Sophie, Hélène apprit que Véronique continuait son travail d'intérêt général au refuge. Il y avait une touche d'ironie dans le destin qui la mettait en contact direct avec les victimes de la violence qu'elle avait, d'une certaine manière, contribué à perpétuer. Hélène ressentit une pointe de compassion, mais aussi la certitude que chacun récoltait ce qu'il semait. Son attention, cependant, était tournée vers son propre chemin. Avec le soutien inconditionnel de Daniel, Hélène accepta la proposition de travail. La nouvelle ville, avec ses promesses et ses défis, l'attendait. Les préparatifs du déménagement commencèrent, un mélange de nostalgie et d'euphorie. Emballer ses quelques affaires, dire au revoir à Sophie avec une étreinte chaleureuse et à son petit appartement qui avait été témoin de sa guérison, fut doux amer. C'était un adieu à un chapitre, mais aussi un bonjour à un avenir qu'elle construisait de ses propres mains. Le jour du départ, alors que la voiture de Daniel s'éloignait de la rue familière, Hélène jeta un dernier regard en arrière. La ville, qui fut un jour le théâtre de sa plus grande terreur, représentait maintenant sa plus grande victoire. Avec Gabriel en sécurité dans son siège auto et Daniel à ses côtés, elle savait qu'elle était prête à tout. La nouvelle ville n'était pas seulement une nouvelle adresse, c'était un nouveau départ, une toile vierge pour peindre la vie dont elle avait toujours rêvé, libre, forte et aimée. Le voyage vers la nouvelle ville fut ponctué de conversations animées et de l'attente d'un avenir prometteur. Gabriel, blotti dans son siège auto, dormit la plupart du temps, ignorant le grand changement dans sa petite vie. À leur arrivée, la nouvelle ville se révéla vibrante et accueillante, avec une énergie différente de celle qu'Hélène avait laissée derrière elle. L'appartement que Daniel avait trouvé était spacieux et lumineux, avec une vue sur un parc animé, un heureux contraste avec l'isolement qu'elle avait connu. Déballer les cartons, organiser les meubles et décorer le nouvel espace fut un acte de construction, d'enracinement dans un nouveau sol. Les premiers jours d'Hélène à son nouveau travail furent un tourbillon d'informations et de nouveaux visages. Elle fut accueillie par une équipe dynamique et créative, et l'énergie du bureau était contagieuse. Son premier projet, la rénovation d'un ancien café dans le centre-ville, était un défi, mais Hélène s'y plongea corps et âme, ressentant l'adrénaline de la création et la satisfaction de voir ses idées prendre forme. Chaque compliment de ses collègues et chaque étape réussie du projet était un baume pour son âme, une confirmation qu'elle était sur la bonne voie. Daniel, de son côté, endossa le rôle de père au foyer, avec un dévouement admirable. Pendant qu'Hélène était au travail, il s'occupait de Gabriel, explorait les parcs de la ville et cherchait des opportunités pour reprendre ses propres projets. Il était le pilier de soutien dont Hélène avait besoin, s'assurant qu'elle puisse se consacrer à sa carrière sans souci. Gabriel, un bébé adaptable et souriant, semblait adorer la nouvelle routine, charmant tout le monde avec sa joie contagieuse. Hélène commença rapidement à se construire un nouveau cercle social. Ses collègues de travail étaient amicaux et solidaires, et une voisine, une artiste plasticienne avec un sens de l'humour particulier, devint une confidente. Pour la première fois depuis longtemps, Hélène se sentait faire partie de quelque chose, connectée à des gens qui l'appréciaient pour ce qu'elle était, et non pour qui était son mari. Cependant, la vie n'allait pas être dépourvue de ses petits défis. Son premier grand projet, le café, avait un client particulièrement exigeant. Un entrepreneur du secteur technologique avec une vision très spécifique et peu de patience pour les contretemps. Lors d'une première réunion, il remit en question l'expérience d'Hélène, insinuant qu'elle était trop nouvelle pour un projet de cette envergure. Un bref instant, Hélène sentit l'ancienne peur d'être rabaissée, l'ombre d'Arthur planant. Mais alors, elle prit une profonde inspiration, releva la tête et, avec la confiance qu'elle avait acquise, présenta ses idées avec passion et professionnalisme, prouvant sa valeur et faisant taire tout doute. La nouvelle Hélène ne se laissait plus intimider. Elle était prête à construire son propre héritage, brique par brique, dans sa nouvelle vie. Le café du centre-ville fut inauguré avec un grand succès. Le design d'Hélène, qui combinait des éléments modernes avec des touches rustiques et chaleureuses, fut salué par la critique et adoré par les clients.
L'entrepreneur, autrefois sceptique, la couvrait désormais d'éloges, et l'agence de design la récompensa avec une prime et la promesse de projets encore plus importants. Hélène ressentit une fierté sincère, une satisfaction qui allait au-delà de la reconnaissance professionnelle. C'était la validation de sa propre voix, de sa vision. Daniel, de son côté, trouva également sa nouvelle voie. Fort de son expérience en finance et d'un désir renouvelé de flexibilité pour être avec Gabriel, il lança son propre cabinet de conseil en ligne. Travaillant depuis la maison, il parvenait à équilibrer sa carrière et sa paternité, devenant un partenaire encore plus présent et actif dans la vie d'Hélène et du bébé. Les revenus des deux, désormais stables et croissants, leur permettèrent de rêver d'un avenir encore plus sûr. Gabriel, âgé de près d'1 an, était une explosion d'énergie et de curiosité. Ses premiers pas maladroits remplissaient l'appartement de rires et de petites chutes, et ses premiers mots, « maman » et « papa », étaient une douce musique aux oreilles d'Hélène et de Daniel. Chaque jour, le petit être devenait plus indépendant, plus présent, solidifiant le lien indestructible qui les unissait. La vie se stabilisant, les projets de mariage refirent surface. Hélène et Daniel optèrent pour une cérémonie intime et simple, réservée aux plus proches, célébrant leur amour et la famille qu'ils avaient reconstruite contre toute attente. La voisine artiste, devenue une amie chère, proposa de décorer le lieu, et les collègues d'Hélène préparaient une petite fête surprise. Cependant, tout n'était pas rose. Dans un nouveau projet de grande envergure, Hélène se retrouva face à un dilemme éthique. Le client, un magnate de l'immobilier, exigeait l'utilisation de matériaux bon marché et de fournisseurs à l'historique douteux, visant à maximiser les profits au détriment de la qualité et de la durabilité. La proposition était financièrement alléchante pour l'agence, mais elle allait à l'encontre de tous les principes qu'Hélène avait cultivés dans sa nouvelle vie. Un instant, la pression la fit hésiter, mais elle se souvint alors de tout ce qu'elle avait traversé, de sa lutte pour la vérité et l'intégrité. La tête haute, Hélène présenta une contre-proposition à sa supérieure, défendant l'utilisation de matériaux durables et de fournisseurs éthiques, même si cela signifiait un profit moindre. Sa supérieure, impressionnée par sa conviction et la qualité de son argumentation, soutint sa décision. Hélène avait remporté une autre bataille, non pas contre un agresseur, mais contre la tentation de compromettre ses valeurs. Ce soir-là, alors que Daniel l'enlaçait et que Gabriel dormait dans son berceau, Hélène ressentit une immense gratitude. Sa vie, autrefois un cauchemar, était maintenant un rêve devenu réalité, construit avec amour, courage et intégrité. Les mois qui suivirent furent remplis de la douce anticipation du mariage. Hélène et Daniel, fidèles à leur essence, optèrent pour une cérémonie intime et sans prétention, reflet de l'amour sincère qui les unissait. La voisine artiste, avec sa touche magique, transforma le jardin d'un petit restaurant de charme en un décor de conte de fées, avec des guirlandes lumineuses et des fleurs délicates. Chaque détail était choisi avec soin, symbole de la nouvelle vie qu'ils construisaient. La veille du grand jour, Hélène s'assit dans le fauteuil de la chambre de Gabriel, observant son fils dormir. Son esprit revint sur tout le chemin parcouru. La chute, l'hôpital, le procès, la redécouverte d'elle-même. Les cicatrices étaient toujours là, mais elles étaient désormais des marques de force, non de douleur. Elle avait survécu et plus encore, elle s'était épanouie. Le jour du mariage se leva sous un soleil radieux, présage de bonheur. Hélène, dans une robe simple et élégante, avec de délicates dentelles et un voile court, sentit son cœur déborder d'émotion. Daniel, impeccable dans son costume, l'attendait devant l'autel improvisé, les yeux embués en la voyant s'approcher, portant Gabriel dans ses bras. Le petit, dans un costume miniature, souriait et babillait, ignorant la solennité du moment, mais irradiant une joie contagieuse. Les vœux furent échangés sous le regard ému des amis et de la famille. Hélène et Daniel se promirent amour, loyauté et partenariat, non seulement l'un envers l'autre, mais aussi envers Gabriel, le lien vivant de leur union. Le baiser qui scella la cérémonie fut un mélange de soulagement, de gratitude et de la promesse d'un avenir sans ombre. La réception fut une fête de rires, de musique douce et de conversations animées. Parmi les invités, Maître Sophie Dubois, avec un sourire fier, serra Hélène dans ses bras.
Vous êtes la preuve que la vérité et le courage triomphent toujours, ma chère, dit l'avocate, les yeux brillants. Hélène sentit une chaleur dans sa poitrine, la certitude d'avoir bouclé un cycle et d'en avoir commencé un autre, bien plus heureux. Alors qu'ils dansaient leur première valse en tant que mari et femme, Daniel la serra dans ses bras. « De quoi rêves-tu pour nous maintenant, Madame Moreau ?» murmura-t-il. Hélène sourit, regardant Gabriel, qui dormait paisiblement dans les bras d'une amie. « D'un foyer qui soit juste à nous, Daniel. Un endroit où nous pourrons voir Gabriel grandir et peut-être avoir un autre petit miracle pour remplir notre maison. » Daniel l'embrassa à nouveau, un large sourire sur le visage. L'avenir, autrefois incertain, était maintenant une toile blanche, prête à être peinte avec les rêves d'une famille qui avait retrouvé le chemin de l'amour et du bonheur. Les jours qui suivirent le mariage furent un tourbillon de bonheur et d'amour. Hélène et Daniel profitèrent d'une brève mais intense lune de miel, se redécouvrant l'un l'autre au milieu de la paix et de la certitude d'un avenir commun. À chaque contact, à chaque regard, l'amour qui les unissait s'approfondissait, devenant la base inébranlable de leur nouvelle famille. De retour à la routine, le rêve d'un foyer qui serait vraiment le leur commença à prendre forme. Hélène, avec son œil aiguisé de designer, et Daniel, avec sa vision pratique, se lancèrent dans la recherche de la maison parfaite. Ce n'était pas le luxe ostentatoire qu'Arthur appréciait tant, mais un espace accueillant, avec un jardin pour que Gabriel puisse jouer et des pièces qui reflèteraient la personnalité et les valeurs de leur famille. Chaque visite d'une nouvelle propriété était une aventure, un pas de plus dans la construction de leur nid. Gabriel, désormais un adorable bambin d'1 an et demi, remplissait la maison de son énergie contagieuse. Ses premiers pas assurés, ses phrases courtes et amusantes, et sa curiosité insatiable faisaient la joie d'Hélène et de Daniel. Il était la preuve vivante que la vie trouve toujours un chemin vers la beauté, même après les ténèbres. La carrière d'Hélène s'épanouissait. Son talent et son éthique de travail l'amenèrent à prendre en charge des projets de plus en plus stimulants et prestigieux, et son nom commençait à être reconnu dans le monde compétitif du design d'intérieur. Daniel, de son côté, développait son cabinet de conseil en ligne, gagnant de nouveaux clients et profitant de la flexibilité qui lui permettait d'être un père et un mari présents. La stabilité financière qu'ils avaient acquise était un témoignage de leurs efforts et de leur dévouement. Un soir tranquille, alors que Gabriel dormait, Hélène et Daniel discutaient de l'avenir. « Tu sais, Daniel, » commença Hélène, les yeux brillants, « Gabriel est la lumière de notre vie, mais je sens que notre foyer a encore de la place pour plus d'amour. » Daniel sourit, comprenant le désir non verbalisé. « Je le sens aussi, mon amour. Et si on donnait un petit frère ou une petite sœur à notre petit explorateur ?» La décision d'agrandir la famille fut prise avec la même naturalité et le même amour qui imprégnaient toute leur démarche. La vie, cependant, n'était pas dépourvue de ces petites frayeurs. Une forte fièvre de Gabriel, une toux persistante, provoqua un bref moment de panique, mais l'intervention rapide des médecins et les soins affectueux d'Hélène et de Daniel assurèrent que le petit se rétablisse rapidement, renforçant l'union et l'instinct protecteur de la famille. Loin de là, les nouvelles d'Arthur Lefèvre étaient sporadiques et lointaines. Son dernier appel avait été rejeté, et il restait en prison, un fantôme du passé qui n'avait plus aucun pouvoir sur la vie d'Hélène. Ce chapitre était enfin clos. Hélène regarda Daniel, puis la photo de Gabriel sur l'étagère. Le bonheur qu'elle ressentait était réel, palpable, construit sur la force de son propre esprit et l'amour de sa famille. Elle avait trouvé sa place dans le monde, un endroit où la liberté, l'intégrité et l'amour étaient les piliers de son existence. La nouvelle de la deuxième grossesse d'Hélène fut accueillie avec une joie débordante, mais d'une nature complètement différente de la première. Il n'y avait ni peur, ni incertitude, seulement la paix et la certitude que ce nouvel être serait aimé et bienvenu. Daniel la serra fort dans ses bras, les yeux embués d'émotion. « Encore un miracle pour notre famille », murmura-t-il en embrassant le ventre encore plein d'Hélène. Cette période d'attente, autrefois marquée par l'angoisse, était maintenant un temps de célébration et de projets d'avenir. La recherche de la maison de leurs rêves prit un nouvel et urgent objectif. Ils voulaient un foyer qui puisse abriter leur famille grandissante, un endroit avec de l'espace pour jouer, un jardin pour courir et des murs qui pourraient témoigner d'années de rires et de souvenirs.
Et puis ils la trouvèrent. Une vieille maison avec de grandes fenêtres et une aura d'histoire, dans un quartier calme et arboré. Ce n'était pas un manoir, mais elle avait une âme, et Hélène visualisa immédiatement chaque recoin transformé par sa touche. Gabriel, désormais un petit explorateur de 2 ans, avec ses boucles blondes et ses yeux curieux, montrait du doigt le ventre d'Hélène en babillant « bébé, bébé », avec une adorable compréhension. Il était déjà un grand frère protecteur, embrassant le ventre de sa maman et parlant à son futur petit frère ou sa future petite sœur. Hélène se plongea corps et âme dans le projet de design de sa propre maison. Chaque choix de couleur, chaque meuble, chaque détail était une extension de son amour pour sa famille. Elle créa des espaces qui invitaient à la convivialité, à la créativité et au repos, transformant la maison en un véritable sanctuaire. Daniel, de son côté, continuait de prospérer avec son cabinet de conseil, et leur stabilité financière leur permettait d'investir dans le foyer qu'ils construisaient. Le déménagement dans la nouvelle maison fut un événement joyeux et chaotique. Des cartons partout, les rires de Gabriel courant, dans les pièces vides, et la sensation enivrante d'être enfin chez soi. La première nuit dans la nouvelle maison, avec Gabriel dormant dans sa nouvelle chambre et Hélène et Daniel blottis dans leur lit, fut un moment de profonde gratitude. Quelques semaines plus tard, Maître Sophie Dubois leur rendit visite, apportant un cadeau pour le bébé et un sourire radieux. Elle parcourut la maison, admirant le travail d'Hélène et l'atmosphère d'amour qui imprégnait chaque pièce. « Hélène, » dit Sophie, la voix étranglée par l'émotion, « vous n'avez pas seulement survécu, vous avez bâti un empire de bonheur. C'est la plus grande victoire que j'ai jamais vue. » Ce soir-là, Hélène, la main sur son ventre qui abritait une nouvelle vie, regarda Daniel qui berçait Gabriel pour l'endormir. Elle avait parcouru un long et douloureux chemin, mais chaque pas, chaque larme, chaque lutte l'avait menée jusqu'ici. La femme qui était un jour tombée d'un balcon, brisée et sans espoir, était maintenant debout, plus forte que jamais, entourée d'amour, dans son propre foyer, construisant un avenir brillant. Le passé était une ombre lointaine et le présent un cadeau précieux. Les mois s'envolèrent dans la nouvelle maison, remplis de la joie de l'attente et des préparatifs pour l'arrivée du nouveau membre de la famille. Hélène profita de chaque instant de sa deuxième grossesse avec une sérénité que la première ne lui avait pas permise. La chambre du bébé, soigneusement décorée de ses propres mains, était un nid de tendresse, et Gabriel, désormais un petit garçon bavard et curieux de 2 ans, embrassait le ventre de sa maman avec une adorable dévotion, impatient de rencontrer son petit frère ou sa petite sœur. Le jour de la naissance arriva avec le même calme et la même joie qui imprégnaient leur vie. Cette fois, il n'y avait pas de peur, seulement l'attente d'un nouvel amour. Daniel, à ses côtés, était le roc inébranlable, et Hélène donna naissance à une magnifique petite fille, qu'ils appelèrent Aurore, en hommage à la nouvelle aube qu'elle représentait dans leur vie. Les pleurs doux du bébé remplirent la pièce, et Gabriel, en voyant sa petite sœur pour la première fois, afficha un sourire édenté et la serra dans ses bras avec une surprenante tendresse. La vie avec 2 enfants était un délicieux chaos, un tourbillon de tétés, de changements de couches, de jeux et de rires. Hélène et Daniel se relayaient pour les soins, renforçant encore davantage leur partenariat et leur amour. La maison, autrefois un rêve, était maintenant un foyer vibrant, rempli de vie et de bonheur. La carrière d'Hélène continuait son ascension. Son travail au café fut suivi de projets de grande envergure, et elle fut invitée à prendre la parole lors d'une importante conférence sur le design, où son histoire de résilience et son talent furent ovationnés. Daniel, de son côté, développa son cabinet de conseil, engageant une petite équipe mais en privilégiant toujours le temps passé en famille. Un jour ordinaire, en feuilletant un vieux journal que Daniel avait laissé sur la table, Hélène vit une petite note indiquant que le dernier recours d'Arthur Lefèvre avait été rejeté. Il resterait en prison, sa peine confirmée. Un bref instant, une ombre du passé tenta de se projeter, mais Hélène se contenta de secouer la tête. Arthur était une figure lointaine, sans importance. Sa vie, désormais, était faite d'Aurore dormant dans ses bras, de Gabriel courant dans le jardin et du sourire de Daniel. Ce soir-là, alors qu'ils observèrent les étoiles depuis le jardin de leur maison, Hélène et Daniel discutèrent de l'avenir. « Tu sais, Daniel, dit Hélène, je veux faire plus.
Je veux utiliser mon histoire, mon talent, pour aider d'autres femmes à trouver leur voie, à reconstruire leur vie. » Daniel lui serra la main. « Et je serai à tes côtés, comme toujours. Ensemble, nous pouvons construire quelque chose d'encore plus grand. » Le rêve d'un projet social, d'une fondation pour soutenir les victimes de violences, commença à naître là, sous le ciel étoilé, un nouvel objectif qui transcendait leur propre bonheur, un héritage d'espoir et de résilience pour le monde. La graine plantée sous le ciel étoilé, dans le jardin de la nouvelle maison, s'épanouit en un projet de vie encore plus grand. Hélène et Daniel, avec la même passion et le même dévouement qui avaient bâti leur famille, lancèrent la Fondation Aurore, un centre de soutien et d'accueil pour les femmes victimes de violences. Utilisant son talent pour le design, Hélène transformait des espaces autrefois froids et impersonnels en foyers temporaires, pleins de couleurs, d'espoir et de dignité, tandis que Daniel gérait la partie administrative, assurant la pérennité du projet. Hélène devint une voix puissante, une avocate infatigable de la cause. Son histoire, autrefois un fardeau, était maintenant qu'un phare d'espoir. Elle donna des conférences, accorda des interviews et, forte de sa propre expérience, inspira des centaines de femmes à briser le cycle de la violence, à trouver leur propre force et à reconstruire leur vie. À chaque sourire d'une femme sauvée, à chaque histoire de résilience qu'elle entendait, Hélène sentait que son propre parcours prenait un sens encore plus profond. Les années passèrent, et Gabriel et Aurore grandirent, deux êtres vibrants et pleins de vie, dans un foyer où l'amour, le respect et la liberté étaient les piliers. Ils connaissaient l'histoire de résilience de leur mère, non, pas comme un traumatisme, mais comme un témoignage de son courage. Pour eux, le monde était un endroit sûr, plein de possibilités, et leurs parents, Hélène et Daniel, étaient la preuve vivante que le véritable amour pouvait guérir toutes les blessures. Pour un anniversaire de mariage, Hélène et Daniel retournèrent dans la ville où tout avait commencé. Il n'y avait plus l'appartement luxueux d'Arthur, ni l'ombre de la terreur. L'immeuble où la chute s'était produite était maintenant un ensemble de bureaux impersonnels et sans mémoire. Hélène regarda le balcon et ne sentit rien d'autre qu'une légère brise. Le passé ne la retenait plus. Elle était libre, complètement libre. Main dans la main, ils parcoururent les rues qui avaient été un jour le théâtre de leurs souffrances, mais qui n'étaient plus qu'une partie d'une histoire lointaine. La vie leur avait donné une seconde chance, et ils l'avaient saisie de toute leur force. L'amour d'Hélène et de Daniel, forgé dans l'adversité et nourri par l'espoir, était un témoignage de la résilience de l'esprit humain, une flamme qui ne s'éteindrait jamais. Dans sa maison, entourée de ses enfants qui couraient dans le jardin et du mari qui la regardait avec adoration, Hélène ferma les yeux. Elle avait trouvé la paix, le bonheur et un but. La femme qui était un jour tombée volait maintenant, plus haut et plus fort qu'elle ne l'avait jamais rêvé. Fin de l'histoire. Et voilà, nous arrivons à la conclusion émouvante du parcours d'Hélène. Quelle histoire pleine de rebondissements, n'est-ce pas? Depuis cette nuit fatidique sur la terrasse, en passant par le courage de dénoncer Arthur, le soutien inconditionnel de Daniel, la naissance de Gabriel et d'Aurore, jusqu'à la construction d'une vie épanouie et la création de la Fondation Aurore, Hélène nous a montré que la force de l'esprit humain est capable de surmonter les plus grandes adversités. Son histoire est un hymne à la résilience, à l'amour et à la justice. Si vous avez été ému, si vous avez vibré et si vous avez été inspiré par chaque chapitre, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sur cette vidéo. Cela nous aide énormément à continuer de vous proposer des contenus incroyables comme celui-ci. Vous voulez suivre d'autres histoires qui touchent l'âme et nous font réfléchir. Alors, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne manquer aucune nouveauté. Laissez-nous un commentaire ci-dessous pour nous dire quel a été le moment le plus marquant pour vous dans l'histoire d'Hélène. Nous avons très envie de connaître votre avis, et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'une dose d'espoir et d'inspiration, partagez cette histoire. Le parcours d'Hélène pourrait être le message que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. Pour plonger dans d'autres intrigues captivantes et des personnages inoubliables, découvrez notre playlist complète avec des histoires incroyables, qui se trouve juste ici à gauche de votre écran. Il y a toujours une nouvelle émotion qui vous attend. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette aventure. À la prochaine histoire.